Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle conférence proposée par Uneo sur la thématique du binge watching. Je vous expliquerai dans quelques instants ce dont il s'agit. Tout d'abord, je voudrais juste m'assurer que tout le monde m'entend bien, donc je vous invite à m'écrire si vous le voulez bien dans l'onglet de chat tout en bas à droite de votre écran, juste pour me confirmer que le son est correct et je vous remercie pour les premières personnes qui me le confirme et vous avez et même découvert les réactions. Donc c'est très bien, ça fait partie également des choses que je souhaitais vous rappeler ou vous présenter sur le fonctionnement de la plateforme. Avant de me présenter, donc je vais vous présenter cette plateforme, Livestorm. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous la connaissent, car c'est celle que nous utilisons habituellement dans le cadre du cycle de webinaires que nous animons pour Uneo, votre mutuelle. Donc je vous rappelle plusieurs choses. Vous avez effectivement un onglet de chat qui vous permet de réagir, effectivement de nous dire bonjour, c'est très bien. Si vous avez des questions au cours de cette conférence, je vous invite à les poser, s'il vous plaît, dans l'onglet questions qui est juste à gauche de l'onglet chat, tout simplement parce que c'est plus facile pour moi, étant donné que vous êtes nombreux, de pouvoir y revenir à la fin pour retrouver ces questions et vous les poser à tous. Je tiens à vous préciser, à vous rappeler que cet onglet questions est un onglet qui est anonyme, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi et confidentiel, il n'y a que moi, animateur, qui pourrait lire vos questions. Donc je les reformulerai à l'oral à la fin de cette conférence pour que tout le monde puisse entendre et comprendre la question. Vous avez un onglet également réaction, vous êtes plusieurs à l'avoir trouvé pour réagir. Vous pouvez à certains moments, si vous le souhaitez, comme certains sont en train de le faire, envoyer des pouces levés ou d'autres formes de réaction. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Comme nous avons également traditionnellement, à la fin de cette conférence, vous verrez, je vous proposerai un questionnaire, là aussi anonyme. Je m'avance simplement pour que les premiers qui souhaiteraient partir ne partent pas trop vite. À la fin de la conférence, un petit questionnaire à remplir que je vous mettrai directement dans le chat au moment où je vous en parlerai. Et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour y participer. Merci d'avance. Donc nous sommes près de 130 aujourd'hui connectés pour cette conférence. J'imagine que ce sujet vous intéresse. Il est un petit peu dans la suite logique, j'ai envie de vous dire, de la conférence précédente que j'avais co-animée avec Michel Desmurger au mois de décembre. Peut-être que vous aviez pu y participer. C'était de manière plus globale et générale cette conférence sur l'impact des écrans sur notre plasticité cérébrale et sur notre fonctionnement cérébral et comprendre comment les écrans, au-delà de tous les aspects positifs qu'ils peuvent avoir et amener dans notre vie quotidienne, comment est-ce qu'ils peuvent interagir sur notre fonctionnement cérébral. Donc là, aujourd'hui, moi, je vais aller un petit peu plus loin et de manière plus précise sur une forme d'activité en ligne dont on parle de plus en plus. Peut-être que vous en aviez déjà entendu parler de ce terme de binge watching. C'est cette idée de visionner de manière un petit peu boulimique des épisodes télévisés sur des plateformes de vidéo à la demande, mais pas que, de manière continue. C'est même une forme, d'après les plateformes, je vais y revenir, de mode de consommation spécifique pour certains utilisateurs. Voilà, donc je vais commencer cette conférence sur ce thème et où je vais essayer de répondre, enfin je vais le faire même, je vais plus qu'essayer, je vais le faire, répondre à cette question qui se trouve dans le titre. Est-ce qu'il s'agit ou pas d'une addiction? Je vais répondre à ça aujourd'hui. Alors je vais commencer par me présenter. Donc je m'appelle Alexis Péchard, je suis addictologue et je suis le président du cabinet GAE Conseil, une structure qui est spécialisée dans la prévention des conduites addictives dans le monde du travail essentiellement, même si on intervient dans d'autres cadres également. On existe depuis bientôt 10 ans, on est une équipe d'un peu plus de 45 personnes aujourd'hui et on intervient sur des actions de sensibilisation et puis de la formation, de l'accompagnement individuel également de personnes en situation de dépendance. Je vous partage également, au regard de la thématique du jour, un ouvrage que j'ai publié en 2022, en fin d'année 2022, aux éditions Mardaga, ouvrage grand public intitulé Tous accros aux écrans, qui est un ouvrage généraliste sur la thématique des cyberdépendances au pluriel, le binge watching n'étant qu'une composante de ce que l'on peut avoir en matière de comportement addictif
en ligne derrière les écrans. Et dans cet ouvrage, vous retrouverez un chapitre consacré effectivement au binge watching. Alors, avant que je rentre dans le vif du sujet, je reviens ici, je souhaitais vous rappeler, avant l'avènement et toutes ces plateformes de vidéos à la demande, ce qu'on appelle les plateformes VOD, que vous connaissez. Vous reconnaissez peut-être certains logos, peut-être que vous avez même des abonnements à certaines de ces plateformes, voire même plusieurs abonnements, je ne sais pas. Avant ça, c'était finalement, ce qu'on appelait les vidéoclubs qui aujourd'hui, ont disparu ou quasiment disparu. J'ai repris un article du Parisien, alors j'ai du mal à relire, de 2016 je crois ou 2018, en tout cas avant 2020, qui titrait déjà, il y a quelques années de ça: «L'un des derniers vidéoclubs de Paris baisse le rideau». Effectivement, ce sont des commerces de proximité qui ont disparu, du paysage, si je puis dire, avec effectivement cet avènement des plateformes. Aujourd'hui, il existe différents types de plateformes de vidéos à la demande. Certaines vont vous proposer du contenu unique, c'est-à-dire porté, financé, produite par ces plateformes. Ça va être le cas de Netflix, mais d'autres plateformes également le proposent, et des contenus non originaux de films déjà connus, portés par des sociétés de production plus ou moins connues et qui vous sont proposées, et avec, à travers ces abonnements, la possibilité d'accéder à des contenus de manière illimitée, souvent limité à un nombre d'utilisateurs. Vous avez un abonnement pour 1, 2, 3, 4 personnes, et cetera. Et puis vous allez avoir autrement des plateformes qui vont vous proposer non pas du contenu en illimité, mais de la location ou bien de l'achat de vidéos ou de contenus sur un temps limité. Vous pouvez par exemple, avec un opérateur internet, pouvoir louer ou acheter par exemple un film. Et puis après, vous avez les plateformes de tout ce qui va être lié aux chaînes de télévision qui vont vous permettre, de manière gratuite ou payante, en fonction des programmes, accéder en replay à des programmes télévisés. Voilà globalement un petit peu le paysage. Ce sont des plateformes, ce qu'on appelle les plateformes VOD, qui ont vraiment émergé au début des années 2000, qui ont continué de progresser entre 2000 et 2010 et qui ont vraiment explosé et pris vraiment tout leur envol dans les années 2010-2020, et avec encore une croissance importante au moment du Covid. On en avait beaucoup parlé, à un moment où les personnes avaient aussi plus de temps, peut-être s'ennuyaient, enfin, etc. En tout cas, à un moment où nous étions confinés et à une échelle mondiale, et on a vu, entre autres, les plateformes de vidéos à la demande exploser, et où on a beaucoup parlé effectivement à ce moment-là, y compris dans la presse quotidienne, de ces phénomènes de binge watching. Aujourd'hui, ces plateformes, juste quelques statistiques, je ne m'étends pas trop là-dessus. Aujourd'hui, en France, c'est Netflix qui domine le marché avec près, je dis près parce que ça, la plateforme perd un petit peu de part de marché actuellement, mais en 2021, ils avaient plus de 80% du marché. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours des 70% pour une plateforme comme Netflix, et avec encore 2 autres géants que sont Amazon et Disney, qui sont aujourd'hui les 3 plateformes les plus utilisés par les Français. En revanche, vous le voyez, c'est tout le sens du schéma à droite de cette diapositive, où vous voyez que selon les pays, ce ne sont pas toujours les mêmes plateformes qui arrivent en tête d'utilisation. Pour la France, c'est Netflix, pour le Brésil et les États-Unis également, mais si on prend l'Allemagne, par exemple, on voit que c'est plutôt Amazon Prime qui domine le marché. Voilà ce que je souhaitais vous dire en guise d'introduction sur ces plateformes, sur ce fonctionnement, sur ce que sont ces plateformes VOD. Maintenant, je vais rentrer dans un sujet un petit peu plus intéressant encore, ce qu'on appelle le binge watching, et puis vous apporter mon regard d'addictologue sur ces nouvelles pratiques. Le binge watching, déjà, tout d'abord, d'où ça vient? Ça vient de ce qu'on appelle le binge drinking en addictologie. Peut-être terme que vous avez déjà entendu là aussi. Le binge drinking, c'est ce qu'on appelle les actualisations ponctuelles intenses, ou les API en français. C'est le fait de consommer de l'alcool en grande quantité sur un temps court, c'est-à-dire au-delà des repères de consommation en France qui nous sont donnés par Santé publique France. J'en profite, on fait un petit peu de prévention et on est en plein mois sans alcool et dry January. Les repères de consommation, c'est pas plus de 2 verres ou 2 unités par jour, et pas tous les jours, c'est-à-dire au maximum 5 jours dans la semaine. Il faut qu'il y ait 2 jours au cours desquels il n'y ait pas de consommation. Ça, ce sont les recommandations pour avoir des consommations
considéré du point de vue des professionnels de la santé comme étant à moindre risque. Donc le binge watching, c'est vraiment cette analogie avec le binge drinking, c'est-à-dire une consommation excessive. C'était ce côté boulimique également qu'on avait mis dans le titre de cette conférence. Euh, Même si le parallèle va s'arrêter ici par rapport à l'alcool, où à la différence de l'alcool, on n'a pas de repère de consommation en matière de temps d'écran en ce qui concerne cette thématique. Le binge watching, ça consiste à regarder un programme de télévision, quel qu'il soit, une série télévisée, en enchaînant des émissions, des épisodes des épisodes de séries qui sont pensés, qui sont écrits, qui sont imaginés justement pour nous faire rester. J'y reviendrai sur tous ces mécanismes, justement comment fonctionnent les plateformes, comment travaillent les réalisateurs pour faire en sorte que l'on reste, pour faire en sorte que les plateformes que nous utilisons nous fassent rester le plus de temps possible. Donc c'est vraiment une sorte de marathon de visionnage et donc de visionnage boulimique. Voilà ce qu'est le binge watching en matière de pratique. En soi, du point de vue purement scientifique et addictologique et médical du terme, le binge watching aujourd'hui n'est pas considéré de ce point de vue-là comme une addiction. Pourquoi? Parce qu'on ne retrouve pas le binge watching dans ce qu'on appelle les grandes classifications internationales des maladies. Il en existe deux sur le plan international et ces classifications ne retiennent pas aujourd'hui, pour le moment en tout cas, le binge watching. En revanche, au niveau des études, ça fait plusieurs années maintenant que l'on s'intéresse à ce phénomène de binge watching, au même titre qu'on s'intéresse à d'autres formes de comportements addictifs, potentiellement addictogènes, qui peuvent engendrer des dépendances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certes, ça n'est pas reconnu comme étant une maladie à part entière ou comme pouvant devenir une forme d'addiction au sens médical du terme, mais aujourd'hui, dans les faits, sur le terrain, les professionnels de santé en France et ailleurs voient aujourd'hui des personnes qui développent des comportements avec des similitudes extrêmement proches, y compris sur le binge watching. C'est pour ça qu'on parle quand même de comportements addictifs. Donc, par rapport à la question qui était posée dans le titre, s'agit-il d'une addiction? La réponse, et je vous avais dit que je vous l'apporterai, elle est à la fois non, non du côté des classifications internationales, mais elle est oui vis-à-vis des comportements, des risques et des symptômes que l'on retrouve chez certaines personnes. Oui, ce sont des activités dites addictogènes, c'est-à-dire qu'elles peuvent engendrer des phénomènes de dépendance, et ça va être tout le propos de cette conférence. Le binge watching en France, là je vous parle de quelques données statistiques qui sont issues d'une étude qu'on avait portée, nous, GAE Conseil, avec un institut qui s'appelle Odoxa, pour s'intéresser aux pratiques en ligne des Français, dont le binge watching, mais pas que. Et on voyait effectivement à l'époque déjà, il y a à peine 2 ans, que la première pratique en ligne comme étant un risque, c'est-à-dire un risque de perte de contrôle vis-à-vis du temps passé, c'est ça qu'on entend ici, c'était la première pratique, c'était les séries télévisées et toutes les pratiques liées à cet usage intensif des plateformes de vidéo à la demande qui arrivaient en premier lieu devant encore les réseaux sociaux, les achats en ligne, les jeux vidéo, etc. Concernant le binge watching, on voit que c'est 35% des Français qui déclarent avoir eu plusieurs épisodes de ce type au cours des 12 derniers mois, avec une perte de contrôle caractérisée sur le plan du temps passé, c'est-à-dire vous avez l'épisode, par exemple, si on prend le principe d'une série télévisée, vous vous dites je vais regarder 1 ou 2 épisodes, et puis finalement, l'épisode suivant se lance, avant même que vous ayez le temps de dire ouf et de récupérer votre télécommande et puis de passer à autre chose. Vous vous dites je lance, et puis finalement, ce troisième épisode, il se termine en 4 épisodes, et puis vous restez parce que l'intrigue fait que vous restez connecté. Et on voit que ce chiffre, il est également plus majoré selon certains critères sociodémographiques, notamment chez les plus jeunes. Je pense que vous en doutiez, c'est 52% des 18-35 ans, 46% des 35-49 ans, mais également chez les actifs en emploi. Voilà globalement ce que l'on pouvait dire autour de ces pratiques d'un point de vue statistique autour des Français. Ce qui ressort également en matière de motivation, pourquoi le binge watching? Là, c'était une étude que j'avais retrouvée, une étude américaine qui nous explique pourquoi
des personnes, ont ce mode de consommation, si je puis dire, ce mode d'usage, des séries télévisées. Parce que ça permet de voir, l'histoire d'une seule traite, et un peu comme avec un bon bouquin, j'ai envie de dire, sauf que les effets, les risques et les enjeux sont pas tout fait les mêmes, mais avec un bon bouquin, bah, on a parfois du mal à s'arrêter. Peut-être que vous avez déjà connu ça et puis on se dit: «Bah, je vais me coucher», et puis finalement vous enchaînez encore un chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres, parce que vous voulez, vous êtes tenu en haleine, si je puis dire, par l'intrigue de votre livre. Ne pas avoir à attendre des semaines, avant de savoir comment l'histoire continue. Il y a une forme d'attachement parfois aussi qui est remontée, aux personnages. L'idée également de faire passer le temps, parce qu'on a l'ennui, on le sait, est une des origines aussi, de ce type de pratique, mais globalement, on le retrouve dans plein de formes de conduite addictive, cette dimension, d'ennui, et cetera, et cetera. Voilà, je m'attarde pas plus, là-dessus, mais ça vous permet également, de savoir un peu qui sont ces utilisateurs, quelles sont leurs motivations et pourquoi ils consomment ou est-ce qu'ils, ont ce type de pratique. Pourquoi alors Pourquoi est-ce que ça nécessite, pourquoi ça génère à la fois des questionnements, des inquiétudes, tant parfois de parents, de proches, mais également, du côté des professionnels de santé? Je vous le disais, aujourd'hui, on est plutôt, en Europe, au Canada également, au niveau, de la recherche, médicale et scientifique, vraiment sur, encore un sujet qui est extrêmement à l'étude. Pourquoi ça génère des inquiétudes? Heu Tout simplement parce que ce que l'on remarque aujourd'hui, ce sont des conséquences qui sont quand même assez proches, je vous le disais tout à l'heure, des conséquences liées, à n'importe quelle forme de dépendance et également, de manière plus précise, à tout ce qui va être engendré, par un phénomène d'hyperconnexion et de cyberdépendance, au même titre qu'on pourrait le retrouver à une addiction aux jeux vidéo ou à une addiction à la pornographie en ligne, et cetera, et cetera. Qu'est-ce qu'on va retrouver de manière assez caractéristique? Une négligence plus importante sur le plan de l'hygiène corporelle, des mauvaises habitudes alimentaires. Pourquoi? Parce que, soit, ces pratiques se font au détriment, du fait de cuisiner, soi-même, de fait de manger à des horaires, adaptés, le fait de manger derrière les écrans également. On sait que quand on mange derrière les écrans, ce que l'on observe, c'est que ça n'est pas généralement de la nourriture de qualité qui est consommée dans ces moments-là, et au-delà de ça, on le sait également et on a beaucoup d'études qui l'ont démontré, il y a déjà un moment maintenant, que le phénomène de satiété, le fait de ne plus ressentir la faim, ce seuil-là, est atteint beaucoup moins rapidement, tout simplement parce que votre cerveau est capté non pas par le fait que vous êtes en train de manger et de répondre à ce besoin élémentaire, mais que votre cerveau, très basiquement, est concentré, sur l'écran, et on a beau, avoir un organe extrêmement, puissant, il n'est pas tout à fait, multitâche et multifonction, et donc il est, totalement happé, par, cette activité en ligne. Par rapport à ça, tous ces phénomènes de concentration, je vous renvoie vers la conférence qu'on avait pu animer donc sur le sujet dont je vous parlais tout à l'heure avec Michel Desmurger, au mois de décembre dernier, où, il y aura un replay qui sera mis, prochainement en ligne sur, j'imagine sur le site, d'Uneo. Je me tourne, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'Uneo, peut-être Diane ou quelqu'un de l'équipe. Je sais que c'est en cours. Il y avait un petit sujet technique, mais je pense que ça sera sur le site. Si jamais vous vouliez compléter dans le chat, si vous vouliez accéder, parce que c'était vraiment pour moi un très bon complément que de pouvoir éventuellement, pour les personnes que ça intéresse, y retourner. Mauvaise habitude alimentaire, donc je vous ai expliqué pourquoi. Prise de poids, bah, c'est indirectement et directement lié à ce que je viens d'évoquer à l'instant. Hypertension artérielle, tout ça, c'est lié également à l'hygiène de vie, et également, en partie, pas que, mais en partie, à des mauvaises habitudes alimentaires. Derrière, on retrouve également des phénomènes d'isolement, d'abandon des relations sociales réelles, au profit d'autres activités. Évidemment, bah, le temps passé sur ces écrans, qu'il s'agisse, de binge watching ou même finalement d'autres choses, ça se fait au détriment, effectivement, des relations réelles. C'est des troubles du sommeil parce qu'on passe de plus en plus de temps sur les écrans. C'est tous ces phénomènes de lumière bleue, c'est le fait de faire ça avant d'aller s'endormir. On se couche plus tard et en plus de ça, on le sait, l'hyperconnexion, le temps passé sur les écrans ne favorise pas notamment, la première phase d'endormissement et les premières phases et où on a plus de mal à rentrer dans un sommeil profond et réparateur.
Tout ça, ça va développer ce qu'on appelle un phénomène d'hypovigilance, donc de vigilance altérée et avec des conséquences. Si le lendemain, vous êtes sur la route, vous prenez votre voiture, ou que vous allez, tout simplement au travail ou que sais-je, vous êtes, moins à ce que vous faites. Ça peut être des pensées obsédantes, penser à ces moments, de connexion, penser à ce moment où vous allez avoir la suite de votre série télévisée et cetera. Ça peut engendrer des maux de tête, des phénomènes sur le plan, psychologique, d'anxiété, d'irritabilité, modification de l'humeur, et cetera. Donc c'est vraiment tous ces phénomènes que l'on retrouve encore une fois dans d'autres formes de conduite addictive et y compris dans tout ce qui est lié, plus globalement à cette grande famille des cyberdépendances, mais on le retrouve, ici évidemment avec le binge watching. Je vous ai parlé tout à l'heure du phénomène d'autoplay sans le nommer. Pourquoi est-ce qu'il y a cette dimension de perte de contrôle? Une des raisons qui l'explique, ça n'est pas la seule, mais c'est ce mécanisme, cette technologie formidable, développée par les plateformes de vidéo à la demande. Je vous ai remis le petit logo, le petit pictogramme. Si vous utilisez ces plateformes, vous l'avez peut-être déjà vu ou en avez fait l'expérience. C'est le principe du fait que l'épisode suivant, quand vous êtes sur des programmes qui sont séquencés en plusieurs vidéos, va se lancer très rapidement et où vous voyez cette barre d'avancement qui va défiler en l'espace de 2, 3, 4 secondes à peine et où le contenu qui suit s'engage. Le contenu, il peut être soit parce que c'est la suite logique directement, parce que vous êtes à l'épisode numéro 4 sur 20, ou alors parce que ça engendrer avec une forme d'intelligence artificielle des contenus qui vont vous être proposés, qui vont vous être poussés par rapport à votre comportement sur la plateforme. Alors, je vous le disais, au sens médical du terme en introduction, la pratique du binge watching ou plus globalement l'addiction aux écrans ne rentre pas dans les grandes classifications internationales des maladies. En revanche, ça ne l'enlève en rien le caractère addictogène de ces conduites. Dans ce qu'on appelle les addictions dites sans substance, vous avez deux grandes familles. Dans ce qu'on appelle les addictions, ce qui est lié à la consommation de produits comme l'alcool, le cannabis, la cocaïne, etc., le tabac, et ce qu'on appelle les addictions dites sans produits, dans laquelle on retrouve effectivement la grande famille des cyberdépendances. À noter, et c'était là où je voulais en revenir, et je réinsiste là-dessus, seule l'addiction au jeu a été reconnue par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dans les addictions dites sans produit, dans ces grandes classifications. Mais encore une fois, ça n'enlève pas le caractère addictogène. Tout ça pour vous dire que dans ces grandes classifications, on a eu des évolutions au niveau international en 2013 et où c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la partie droite de mon écran, à l'intérieur de ce cercle, où on s'intéresse pour savoir à partir de quand finalement un comportement devient potentiellement problématique. C'est cette notion de ce trouble de l'usage. Pardon. Le trouble de l'usage, il va s'apprécier, si je puis dire, avec un seuil de gravité allant d'une notion de trouble léger jusqu'à une notion de trouble sévère. Il existe, 11 critères aujourd'hui dans cette grande classification que l'on appelle le DSM-5, qui est tout simplement la classification portée par l'Association américaine de psychiatrie, mais qui est extrêmement en usage chez nous en France, et où par exemple, un trouble léger, en addictologie, c'est la présence d'au moins 2 de ces critères sur 11 pendant au moins une période de 6 ans. Alors je vais vous en excusez-moi, je dis n'importe quoi, de 6 mois. Je répète pour pas qu'il y ait d'erreur, c'est la présence d'au moins 2 de ces critères pendant au moins 6 mois. Parmi ces critères, sur ces 11 critères, vous avez le temps passé. Est-ce qu'il y a une perte de contrôle au niveau du temps passé? Est-ce qu'il y a un phénomène de tolérance? La tolérance, c'est le fait d'être amené à augmenter les quantités. Donc ici, quand on parle d'écran, c'est globalement le temps passé pour se sentir bien ou encore une fois parce qu'il y a cette perte de contrôle. Est-ce qu'il y a de l'irritabilité à l'arrêt? Est-ce qu'il y a une difficulté? Est-ce que ça se fait au détriment d'autres activités sur le plan social, professionnel, d'une activité sportive, culturelle, etc., etc. Donc on a comme ça ces critères. Si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre un lien tout à l'heure pour vous dans la file de discussion pour retrouver ces 11 critères. L'addiction aux écrans, elle se caractérise par une utilisation donc persistante et répétée des écrans,
quels que soient ces écrans, qu'il s'agisse d'un écran de télévision, d'un ordinateur, d'un smartphone, d'un objet connecté, ce que vous voulez, avec la présence d'au moins 5 de ces manifestations suivantes pendant 12 mois. Ça, c'est ce qu'on apprécie aujourd'hui en France au niveau de la recherche, parce qu'on a besoin, même si ça n'est pas dans les grandes classifications, d'avoir ces points de repère. Parmi ces critères, qu'est-ce qu'on retrouve? Des préoccupations obsédantes sur le temps passé aux activités en ligne et le fait de penser en continu au fait que l'on va retrouver, reprendre, avoir la suite, si on prend l'exemple d'une série télévisée, de l'intrigue en cours. Phénomène de sevrage, c'est-à-dire des symptômes de manque en cas de diminution ou d'arrêt, qui se caractérisent essentiellement par de l'anxiété, de l'irritabilité, des phénomènes de tristesse. Vraiment, votre humeur est corrélée à votre pratique ou non de ce que vous faites sur les écrans. La tolérance, je vous l'ai expliqué il y a quelques instants, la notion de perte de contrôle, elle est globale à l'égard de l'usage des écrans. Perte d'intérêt, c'est-à-dire que seul l'écran, seul l'activité en ligne est source de plaisir ou de satisfaction. On voit aujourd'hui, j'ai échangé avec une pédiatre la semaine dernière, une pédiatre en milieu hospitalier, qui a ouvert une consultation spécialisée sur la thématique des écrans et où elle voit des jeunes, des très jeunes enfants, avant l'entrée en classe de petite section, en maternelle, donc des enfants qui ont globalement à sa consultation entre 18 mois et 3 ans, et où l'écran et notamment les dessins animés déjà à cet âge-là est la seule source d'intérêt pour ces enfants et où ça entraîne des retards sur le plan du langage, de l'ensemble de l'acquisition que l'on doit faire à cet âge-là sur le plan psychomoteur, sur le plan de la propreté, du rapport aux autres, de l'empathie, des émotions de manière plus globale, etc., etc. Et avec des conséquences extrêmement graves. Alors, ce qui est formidable avec les enfants, c'est qu'on peut récupérer aussi très rapidement. Mais voilà, il y a aujourd'hui une banalisation malheureusement très importante et une méconnaissance de l'impact de ces écrans, notamment chez les plus jeunes, mais pas que. Je referme cette parenthèse. On retrouve là aussi des documentaires extrêmement bien faits et des témoignages de pédiatres, de médecins généralistes sur le sujet auprès d'enfants, qui n'est moi pas ma pratique professionnelle, mais c'est assez alarmant, pour pas dire plus, de retrouver ces témoignages. Poursuite, en dépit des difficultés ou des problèmes rencontrés, ça c'est vraiment un critère qu'on retrouve dans n'importe quelle forme d'addiction, c'est vraiment le fait de poursuivre le comportement addictif en dépit de toutes les conséquences négatives, du regard de l'autre, de tout ce qui vous est remonté. C'est bien ce qui caractérise le fait qu'on est dans quelque chose de l'ordre du chronique et de la maladie. Je résume souvent l'addiction, quelle qu'elle soit, en expliquant aux personnes que je rencontre. Hier, j'animais une conférence qui avait rien à voir sur le sujet qui était sur les addictions, mais qui était dans une approche totalement différente. Et en introduction, je résumais ainsi en disant que l'addiction, c'est le passage de la dimension de plaisir à une dimension de besoin. C'est vraiment ce qu'on retrouve ici. La personne en a besoin, autrement, elle a des symptômes de manque. Dissimulation de ses activités assez proches au regard de l'autre. L'activité en ligne devient la source unique de plaisir, ça je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué avec les plus jeunes, mais ça peut être pour des moins jeunes également, et peut à ce moment-là devenir totalement corrélé à un état émotionnel où le fait de se sentir bien ou moins bien, triste ou heureux, va être exclusivement corrélé à votre usage des écrans ou à cette pratique ou non du binge watching. Les symptômes de la pratique à risque de binge-watching, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des tensions psychiques avant de se connecter et un bien-être durant la connexion. Cette tolérance, je vous l'ai expliqué, avec cette augmentation du temps passé en ligne, j'en ai déjà parlé. L'abandon d'autres activités au profit de cette activité, il y a vraiment cette perte de contrôle. Alors au niveau de l'argent dépensé, on n'est pas forcément sur des activités qui coûtent extrêmement cher. On est sur des abonnements, et parfois avec des contenus en illimité. Donc on n'est pas forcément sur des activités ici extrêmement importante, mais quand même parfois. Préoccupation obsédante autour de l'activité, autour de l'activité en ligne en tant que telle. Réduction et ou arrêt difficile de l'activité en ligne. Frustration, colère lors de l'activité. Alors là, j'ouvre une parenthèse parce que de temps en temps, on a des parents qui nous alertent en nous disant mais quand je coupe le dessin animé au bout de 15 minutes, j'ai mon enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, j'en sais rien, qui se met en colère. Ce n'est pas parce qu'il se met en colère
qu'on est dans un phénomène inquiétant ou de l'ordre de l'addiction. Là aussi, les émotions, elles ont besoin de s'extérioriser pour les plus jeunes. C'est aussi un apprentissage et on n'est pas dans nécessairement quelque chose de pathologique. Donc attention aussi à ne pas plaquer ce qu'on retrouve ici à des phénomènes de dépendance, mais ce sont des choses qui s'accompagnent et que l'on peut observer, y compris en tant que parent. Symptômes de manque, irritabilité, anxiété, voilà, c'est vraiment, toutes les choses caractéristiques et les symptômes, caractéristiques que l'on retrouve dans, les, conduites addictives. Alors je vous le disais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète sur ces pratiques, qu'il s'agisse du binge watching ou pas que, en matière d'activité en ligne? Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? Je vous y ai répondu du point de vue, des neurosciences. Ici, c'est pareil, je voulais vous partager, alors je vais vous partager simplement un extrait parce qu'elle est un petit peu longue. Je vous en parle, c'est, c'est Arte qui fait des reportages extrêmement intéressants de vulgarisation scientifique sur la thématique des addictions à travers une chaîne qui s'appelle Dopamine et où vous pourrez aller retrouver des explications scientifiques extrêmement intéressantes sur la thématique des addictions avec produits, sans produits. Là ici, je vais vous parler ici on va vous parler du fonctionnement de YouTube et de pourquoi une plateforme comme YouTube, comment est-ce qu'elle a été pensée au niveau du parcours utilisateur, si je puis dire. On a des gens extrêmement forts et puissants, si je puis dire, et extrêmement intelligents pour concevoir non seulement des programmes, mais surtout des plateformes qui intuitivement sont pensées pour vous faire rester le plus de temps possible sur cette plateforme. Donc on va vous expliquer ici de manière simple pourquoi. Si vous retournez sur cette chaîne Dopamine, je vais vous partager ici le lien de la vidéo que je vais vous partager, mais vous pourrez en retrouver sur les réseaux sociaux, sur le fonctionnement de différentes plateformes. Donc je vous invite, si cette thématique vous intéresse, à aller regarder ça, c'est extrêmement bien fait. Donc, je reviens juste sur ce qui était dit de manière très rapide juste avant ça. Pourquoi les écrans finalement, de manière plus globale, peuvent nous rendre dépendants? Alors, j'ai décidé simplement de mettre finalement des images. Vous voyez, je suis tombé dessus, je trouvais le dessin amusant, entre guillemets, ces deux petites souris où vous en avez une qui essaie de retenir l'autre. L'autre, la première est attirée, guidée par le morceau de fromage et elle ne voit plus que ça. Elle ne se rend pas compte qu'en fait, elle est dans une tapette. L'autre en a conscience, essaie de l'empêcher, mais c'est difficile car la première a très envie de manger. Bah, finalement, c'est toute l'attractivité de ces plateformes ou plus globalement de nos écrans. Ils sont pensés pour être attractifs, pour nous donner envie d'y aller, pour nous donner envie d'y revenir. Et physiologiquement, ça s'explique. Et c'était ce qu'on retrouvait de manière très rapide dit dans le petit extrait que je vous ai diffusé de dopamine sur YouTube. Comment ça fonctionne? Bah, c'est ça, c'est la dopamine. C'est cette hormone du plaisir qui va être sécrétée en de plus grandes quantités et où vous allez associer de manière totalement inconsciente, c'est dans vos circuits neuronaux que ça se passe, que cette plus grande activation va être corrélée à l'activité que vous êtes en train de réaliser. Schématiquement, tous nos besoins élémentaires fonctionnent sur ce mécanisme-là. Le fait de boire de l'eau, par exemple, quand on a soif, vous allez avoir non pas des symptômes de manque, mais vous allez avoir des symptômes qui font que vous savez, votre corps et votre cerveau analysent que vous avez soif, vous avez besoin de boire, vous avez la gorge sèche, etc., etc. Vous êtes déshydraté, vous allez boire de l'eau et à ce moment-là, vous avez une forme de plaisir qui est ressentie parce que vous êtes en train de répondre à ce besoin élémentaire. Et donc, au niveau de votre cerveau, vous allez produire dans une zone spécifique un petit peu plus de dopamine. Et donc, vous allez venir renforcer un apprentissage qui est inné chez tout être humain, qui est d'associer le fait que quand je bois de l'eau et que j'ai soif, je me sens mieux, c'est du plaisir. Donc, je sais que la prochaine fois que j'aurai soif, je vais recommencer, c'est un apprentissage. Les addictions, ce sont finalement de mauvais apprentissages. C'est le fait d'associer que pour se sentir bien, il va falloir consommer de l'alcool ou regarder un épisode de série télévisée, si je reste dans l'exemple que je viens de vous donner. Donc c'est vraiment ça, et on le sait aujourd'hui, il y a un dysfonctionnement des circuits neuronaux qui nous explique effectivement pourquoi ça s'active et pourquoi on y retourne. Et c'est aussi donc l'autre image, et c'est tout le principe
du like sur les réseaux sociaux. Le principe du like et tout ce qu'il représente, c'est vraiment aussi cette croquette de l'humain. C'était une citation qui avait été reprise. J'avais fait une interview pour le journal Les Échos l'été dernier et où je vous ai mis une petite capture d'écran de cette citation qui avait été reprise par la journaliste. Le like, c'est la croquette de l'humain. C'était vraiment dans cette idée de pourquoi est-ce qu'il est difficile de ne pas répondre à une notification parce que tous les mécanismes, qu'il s'agisse des réseaux sociaux ou des plateformes de vidéo à la demande, ont extrêmement bien compris ces mécanismes-là et se sont calqués sur dessus pour faire en sorte que les plateformes soient addictives en soi. Pourquoi ces écrans peuvent-ils rendre dépendants? On a vu la partie plutôt neurobiologique que je vous ai expliqué de la manière la plus simplifiée possible pour que ça soit digeste pour tout le monde. Mais vous avez également d'autres facteurs. Il y a une part génétique, mais il y a également une part liée au développement, d'où aussi l'importance, quand on parle d'écran, d'avoir des pratiques adaptées à l'âge des enfants ou des adolescents, à la fois en termes de temps passé, mais également en termes de contenu proposés. En matière de comportement également, il y a une part qui va être liée au tempérament, à la personnalité, voire à des troubles associés en matière de santé mentale. On sait que les comportements, les réactions ne seront pas les mêmes sur des comportements en ligne chez quelqu'un qui aurait un trouble anxio-dépressif ou qui aurait ou qui souffrirait de schizophrénie ou autre. Et puis il y a également évidemment une part qui est très importante qui est liée à l'environnement. Et donc l'addiction, c'est vraiment et c'était l'une des premières définitions qu'on avait en addictologie à l'époque sur la question de l'alcool, mais qu'on peut totalement appliquer et plaquer, j'ai envie de dire, sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui. C'est cette rencontre à un moment donné entre un individu, un comportement et le tout dans un environnement donné. Je vais arriver sur la fin de la conférence que je voulais, que je voulais que je vous propose aujourd'hui, pour vous rappeler, vous redonner, quelques conseils pratiques. Ils ne sont pas spécifiques à la question du binge watching, mais plus globalement, à la question, de notre rapport aux écrans, et notamment avec les plus jeunes. Vous m'avez entendu en parler. Voilà, je vous parlais de cette anecdote avec cette pédiatre que je rencontrais la semaine dernière, mais voilà, c'est vraiment, très important d'avoir cela, je trouve, à l'esprit, qu'il s'agisse des plus jeunes, mais également des moins jeunes. Première chose, c'est rappelez-vous que l'on montre l'exemple quand on est adulte et où on sait, il sera d'autant plus difficile pour un enfant ou un adolescent d'avoir le comportement qu'on attend de lui si nous-mêmes, on a une pratique euh, ou à un moment donné une pratique qui dysfonctionne, ou en tout cas un usage intensif des écrans, ou dans des moments ou des lieux qui nous semblent pas adaptés vis-à-vis de l'usage des écrans. Donc la première chose, c'est cela, et c'est également d'interroger la place, j'entends la place sur le plan de l'espace qu'on va accorder aux écrans dans sa maison, et également au temps que l'on y consacre, que ce soit sur un plan individuel ou collectif. Tout ça, c'est pour se dire, c'est de se fixer des règles qui soient claires, avec des limites et des règles qui soient cohérentes. Et par rapport à ça, je vous parlerai dans quelques instants d'un outil qui peut et qui est là pour aider justement les familles. Vis-à-vis des plus jeunes, l'idée, c'est pas d'être dans une approche qui soit uniquement de l'ordre du contrôle ou de la régulation, mais c'est aussi en premier lieu de s'intéresser à ce que font les plus jeunes, à des activités en ligne, même si parfois on ne les comprend pas ou en tout cas on ne les juge pas comment dire, satisfaisantes, ou au cas on aimerait qu'ils fassent autre chose. Interrogez-le ou interrogez-la sur pourquoi, aidez-le à développer une argumentation et un sens critique à l'égard du contenu. On le sait aujourd'hui aussi dans les études portées par les neuroscientifiques sur le fonctionnement du cerveau et pourquoi l'impact est aussi négatif aussi, c'est le fait qu'on est passif et les plus jeunes, mais les moins jeunes aussi, nous sommes passifs derrière les écrans et on n'est pas dans un moment. Et c'est ça qui amène aussi cette idée de détente. Et c'est peut-être aussi ce qui fait qu'on vient rechercher l'idée de se mettre dans une bulle, de passer à autre chose, de se détendre après une journée difficile, de penser à autre chose. Mais finalement, ça n'est pas si bon que ça pour le cerveau, cette passivité. Et donc là aussi, c'est l'idée d'amener ce sens critique et cette mémorisation aussi auprès des plus jeunes de qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils ont retenu de ce qu'ils ont vu en ligne.
Je passe cette diapo parce que je vais y revenir juste après. Par rapport à ça, je vous le disais, j'allais vous partager un outil, un site internet qui est là pour aider les familles. C'est un site internet qui est porté par le gouvernement et qui a été, et c'est ça qui est intéressant dans l'outil, pensé et imaginé à la fois avec des enseignants, des professionnels de santé et également des parents. C'est vraiment cette réunion de l'ensemble de ces personnes qui a permis la construction du site Faminum. Donc, je viens de vous mettre le lien dans le fil de conversation qui va vous permettre d'évaluer déjà quelle famille numérique, entre guillemets, vous êtes, quels sont vos usages du numérique, comment vous utilisez le numérique en famille. Et également, derrière, vous proposer des conseils pratiques en fonction de qui compose la famille, en matière d'âge, et par rapport à tout ce que vous allez avoir renseigné en matière de contenu juste avant. À partir de là, vous allez pouvoir vous intéresser et vous interroger sur quelles pourraient être les bonnes pratiques à mettre en place parmi tout ce qui va vous être proposé. Et vous allez pouvoir, à partir de là, créer des bonnes pratiques et générer une charte numérique qui soit adaptée pour vous et votre famille. L'idée, c'est d'être un peu dans la co-construction et que ça soit aussi un moment de temps d'échange en famille. Voilà, donc ça, c'est un outil qui est plutôt bien fait. Par ailleurs, je vous partage également quelque chose qui est de plus en plus connu, il me semble, en tout cas de mon point de vue. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les balises 3, 6, 9, 12, qui sont des balises qui ont été imaginées et des points de repère qui ont été construits par un psychiatre français, le docteur Serge Tisseron. Je vous mets là également le lien dans le fil de conversation, lien vers son site internet. Vous retrouverez également sur ce site beaucoup de contenus, de conseils pratiques, d'éléments de communication, plein de choses. Ces balises 3, 6, 9, 12, c'est des repères pour les parents, les professionnels de l'éducation, mais également les professionnels de santé. L'idée, ou en tout cas la recommandation, c'est, si possible, de ne pas mettre les enfants derrière les écrans avant 3 ans, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Vous l'avez vu ou entendu encore également avec la première des vidéos, notamment en premier lieu par rapport à l'impact sur le plan cérébral, mais également sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel et sur toutes les acquisitions que font les enfants à ce moment-là. De 3 à 6 ans, l'objectif, c'est, ou en tout cas l'objectif, c'est d'essayer de commencer à accompagner les premiers pas, si je puis dire, des enfants dans la découverte de contenus en ligne. Et en tout cas, la recommandation ici, c'est de ne pas avoir de console de jeu personnelle avant 6 ans, mais de découvrir déjà, en tout cas dans cette période-là, des premiers contenus éducatifs. Vous aurez entre 6 à 9 ans d'autres contenus et puis vous allez voir jusqu'à après 12 ans, derrière, toutes les recommandations qui vous sont, faites avec la découverte d'un premier réseau social, la découverte de la notion de liberté, liberté d'expression, tout ce qui est lié à la protection et cetera. Donc c'est vraiment des choses qui sont, intéressantes et qui sont très pratico-pratiques, pour, vous guider si ça vous, intéresse. Je vous donne également un autre outil, ça c'est un outil que là j'ai développé personnellement, que j'ai appelé l'agenda de l'usage des écrans, ma météo personnelle, c'est l'outil que vous retrouvez ici, où là je vous expliquais en matière de comportement, au-delà de la notion de temps écran, c'est-à-dire le temps passé, ce qui est intéressant c'est de s'intéresser à votre état émotionnel et dans quelle mesure l'état émotionnel peut être ou non plus ou moins corrélé à l'usage des écrans que vous avez. Heu, Là, ce que je vous propose, donc, c'est pour des personnes qui s'interrogeraient sur le temps passé et encore une fois sur ces relations. Donc, ça va être de quantifier et d'objectiver toutes les activités que vous auriez en ligne à travers ce tableau qui vous est proposé, et de voir derrière quel est votre rapport de manière plus globale aux écrans. Alors ici, je suis désolé sur cette diapo, j'ai un petit souci, je découvre un petit souci d'affichage. Dans les carrés violets, vous avez normalement des pictogrammes. Là, vous voyez des carrés qui sont sans rien, mais bon, le plus important, c'est ce que je vais vous dire et puis surtout les textes qui sont écrits à côté. De manière plus globale, ici, c'est quelques pistes, de manière plus générale sur la question de la régulation du temps écran. Je vais un petit peu plus loin que la simple notion de binge watching que je vous ai détaillée tout à l'heure. Quelques conseils pratiques, on en avait parlé de manière
dans une précédente conférence déjà sur les cyberdépendances, mais je souhaitais vous les rappeler ici. Première chose, et ça concerne en premier lieu le smartphone, sur lequel vous pouvez avoir aussi vos applications de plateforme de vidéo à la demande. Peut-être que c'est le cas pour certains ou certaines d'entre vous. Supprimez vos notifications, ne pas s'efforcer de devoir se sentir obligé de répondre de manière instantanée ou presque, avec tout ce qui est messagerie instantanée de type WhatsApp, où vous le savez, certaines personnes peuvent ressentir une forme de pression du fait que l'on sache si le message il est distribué, s'il est lu, ce genre de choses. Ça peut être de placer son téléphone également en mode nuit et en mode sombre, et l'adapter aux horaires de la journée pour avoir à la fois une attractivité moins importante et surtout une lumière et une intensité lumineuse moins importante. Je vous parlais de troubles du sommeil tout à l'heure. Là, c'est quelque chose qui permet de s'en prémunir. Par ailleurs, la recommandation, c'est si possible de ne pas utiliser au minimum 30 minutes avant le coucher et si possible jusqu'à 1 heure, voire 1h30, de ne pas être sur les écrans avant le coucher. Donc le minimum, c'est ce que vous voyez ici. Arrêtez d'utiliser son téléphone portable, mais finalement, c'est n'importe quel écran au minimum 30 minutes avant de vous coucher. Si on est sur l'usage des smartphones, ça peut être également de regrouper toutes les applications qui vous sont les plus chronophages. On a parlé de YouTube tout à l'heure avec cet exemple et cette vidéo très bien faite de dopamine sur pourquoi derrière on reste autant de temps, pourquoi est-ce qu'on passe d'une vidéo à l'autre, pourquoi il y a cette perte de contrôle par rapport à une information qu'on était venu chercher. Au départ, vous étiez venu regarder une vidéo de 2 minutes sur par exemple le binge watching et puis finalement, vous vous retrouvez à aller regarder, il prenait des exemples, parfois un petit peu loufoques dans la vidéo, dopamine, mais voilà, c'est le principe de la navigation sur internet et où on perd, le fil, du temps et où il y a cette dimension de perte de contrôle. Voilà quelques exemples. Je terminerai cette conférence avant de prendre quelques questions sur comment aborder le sujet. J'ai mis de la cyberaddiction, mais ça peut être de n'importe quelle forme d'addiction. C'est pas spécifique à la cyberaddiction. Souvent, on se sent démuni en tant que proche, qu'on soit parent, qu'on soit collègue, qu'on soit ami, qu'on soit, enfin, quelle que soit la nature de la relation que l'on entretient avec une personne, souvent c'est compliqué, ou on se sent maladroit. J'ai envie de vous dire, la première chose, il vaut être mieux maladroit et aborder le sujet plutôt que de fermer les yeux sur cette thématique. Tant que le sujet n'est pas nommé avec la personne qui souvent en plus, quand elle est dans l'addiction, est dans le déni, tant que le sujet n'est pas nommé, il n'existe pas. Ça, c'est la base de tout sujet en lien avec une thématique addictive. Comment est-ce qu'on aborde le sujet? On l'aborde évidemment et si possible avec empathie et on l'aborde avec l'emploi du jeu et le je m'inquiète pour toi. Le je m'inquiète pour toi, c'est pas on m'a rapporté que, c'est moi avec sincérité, même si je suis agacé, même si j'en peux plus, même si je ne comprends pas, j'essaye de manifester mon inquiétude. Tu n'étais pas comme cela avant. Et c'est là où c'est le plus dur, et notamment si on est parent, de se confronter à un mur, de se confronter à des réactions parfois d'agressivité, d'incompréhension, et au-delà de toutes les conséquences que peut-être vous mesurez en matière parfois évidemment de relations à vous, de relations aux autres, de décrochage scolaire, ce genre de conséquences, et où l'émotionnel prend parfois plus le pas sur le rationnel, j'ai envie de dire. D'où l'importance de ne pas rester seul, que l'on soit un collègue, un proche, un ami, un parent. Il existe aujourd'hui beaucoup de ressources et c'est la dernière diapo que je partage avec vous. Vous avez des lieux de consultation spécialisés avec les CJC notamment, ce qu'on appelle les consultations jeunes consommateurs au sens de l'addictologie pure, le médecin traitant bien sûr. Vous avez des addictologues en libéral et vous avez un site internet qui est très bien fait qui s'appelle le village des addictions, Addicted. Donc je vous mets le lien immédiatement dans le fil de discussion sur lesquels vous allez pouvoir retrouver à la fois des lieux de consultation avec les XAPA, les CJC dont je viens de vous parler, les consultations jeunes consommateurs, les addictologues en libéral, etc. Et en même temps, vous allez pouvoir retrouver du contenu sur les addictions. Et la diapo que j'ai passée un peu rapidement juste avant, où on vous parle d'Addicted, vous allez retrouver des échelles d'évaluation qui vont permettre d'objectiver est-ce que vous êtes ou pas
dans un trouble tel que je vous le décrivais tout à l'heure, la notion de trouble de l'usage avec ses degrés de sévérité allant de troubles légers jusqu'à troubles sévères qui vont vous permettre d'objectiver. Ce sont des échelles qui sont scientifiquement validées et qu'on retrouve conduite addictive par conduite addictive. Ici, je vous ai mis l'IAT qui est un test sur Internet. On n'en a pas sur le binge watching, mais voilà, en tout cas pas aujourd'hui. On a quelques échelles, mais qui sont en cours de. Il y en a une qui est en cours d'étude, portée par l'université de Lausanne et les universités de Lausanne et de Genève, pardon, sur le binge watching, mais elle n'est pas encore officielle. Mais en tout cas, voilà, vous pourrez retrouver un certain nombre d'informations. J'insiste vraiment sur le fait de ne pas rester seul quand on est proche, un pour soi et deux pour être aidé et savoir comment mieux accompagner un proche. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui sur cette conférence. J'espère que le contenu a répondu à vos attentes sur ce temps d'une heure qui était alloué à ce thème. Je vous partage tout de suite, je vous l'avais annoncé, merci de ne pas partir tout de suite, le lien vers le questionnaire, qui est un questionnaire anonyme qui permet de récolter vos avis, savoir ce que vous avez pensé. Est-ce que j'ai été clair dans ce que j'ai partagé avec vous? Est-ce que ça a répondu à vos attentes? Est-ce qu'il y a d'autres thèmes également que vous voudriez voir traités? Voilà, donc vraiment merci de prendre quelques instants. C'est toujours très riche à la fois pour moi, pour continuer de m'améliorer dans les contenus et dans la manière dont je les prépare, mais également pour Unéo. C'est très riche pour je vois des premières réactions, donc je vous avais dit que j'allais regarder un petit peu les questions. Donc, je vous remercie aux personnes qui remercient. Dans les questions, je vais les prendre dans l'ordre. Alors, quelqu'un qui réagissait sur le fait qu'il n'y avait pas de pourcentage pour les retraités. Alors, je n'ai pas cherché spécifiquement de données sur les retraités, mais je n'en ai pas vu non plus. Je ne sais pas s'il en existe. Je ne sais pas répondre à cette question. En tout cas, je n'en connais pas. Donc, je vous réponds en toute transparence et humilité. Donc, je ne saurais pas répondre à cette réaction et question. Une autre personne réagit en disant cette séance tombe juste après la conférence de presse de Macron qui s'en prend à l'utilisation intensive des écrans, est-ce lié ou involontaire? Alors c'est totalement, il n'y a absolument aucun lien. Les conférences sont programmées à l'avance avec Unéo, les thèmes, etc., planifiés. Ça fait partie des sujets d'actualité, ça fait partie des sujets que je porte, ça fait partie des sujets également que vous attendiez, je crois, d'où l'importance également du questionnaire parce que ça fait partie des thèmes voilà, qui remonte régulièrement. Donc, il n'y avait aucun lien de cause à effet entre la conférence de presse, la reconnaissance du sujet et la conférence d'aujourd'hui. Une autre personne nous dit autre inquiétude non mentionnée croissante sur l'addiction aux écrans. L'immobilisme face à l'écran induisant de mauvaises postures, pouvant entraîner des douleurs corporelles parfois très fortes, voire des déformations, des pertes musculaires, notamment chez les seniors. Alors effectivement, j'ai envie de rebondir. Effectivement, c'est moins mon sujet, mais c'est un sujet qui est très important et vous avez raison de le signaler. Effectivement, ça augmente globalement tous les risques liés à la sédentarité, dont tout ce qui va être les difficultés posturales, les troubles musculo-squelettiques. On voit même des TMS, des troubles musculo-squelettiques extrêmement spécifiques, notamment dans les doigts, mais également au niveau du dos, qui se développent liés à cet usage intensif des écrans et au temps passé et à des mauvaises postures. Donc effectivement, c'est un sujet là aussi et une des conséquences aggravantes de cet usage des écrans. Voilà, donc ça effectivement c'est quelque chose de très important, j'aurais pu en parler. C'est vrai que je suis moins un spécialiste des troubles musculo-squelettiques, mais ça en fait partie. Et je vois quelqu'un qui réagit, oui, je confirme, dans l'onglet questions. Donc je pense que c'est ce que je suis en train de dire. Je regarde s'il y a d'autres questions. Il y a plein de pubs. Est-ce que la visio sur le thème a commencé? Alors, je ne comprends pas la question. Bon, je ne sais pas quelle était cette question. Dans le fil d'actualité, je prends les dernières. Merci. Effectivement, voilà, activité physique réduite, problème cardiovasculaire. J'en ai parlé un tout petit peu à travers l'hypertension, mais effectivement, c'est de manière plus globale tous les risques liés à la sédentarité, dont les risques cardiovasculaires. J'essaie de sortir d'une addiction au mange. Alors, je ne comprends pas. Quelqu'un qui me dit j'essaie de sortir d'une addiction au mange.
qu'est-ce que je peux faire pour ma sœur qui a une addiction aux écrans due à son travail? Alors, je vous ai déjà apporté quelques réponses par rapport à ça, sur la manière d'aborder le sujet, sur les ressources d'aide. La première chose, c'est d'aborder le sujet. Voilà, il y a une question également sur, le PowerPoint. Habituellement, il est pas envoyé, mais je pense que vous avez je me demande s'il n'y a pas un onglet, je répondrai juste à cette dernière question, qui vous permet de le télécharger. Alors moi, comme je suis en animation, je ne peux pas le télécharger, mais il me semble que vous pouvez le télécharger, quelque part là dans l'interface. Donc je vous invite à regarder, si vous pouvez, y arriver. Je vous partage une dernière fois avant que l'on se quitte, le lien vers le questionnaire. Je vous remercie par avance pour votre participation. Je vous souhaite un très bon mois de janvier, un bon début d'année. C'est vrai que je ne vous ai pas souhaité une bonne année, mais j'aurais pu le faire en début d'année, donc je le fais en conclusion. Et on se retrouve pour une prochaine conférence, il y en a que ça intéresse, au mois de février sur la thématique de l'alcool et où je serai en compagnie, c'est une conférence à deux voix. Je serai accompagné d'un ancien officier de l'armée de terre, ancien alcoolodépendant, devenu patient expert. Voilà, donc je vous invite aussi, si cette thématique vous intéresse, et à faire un point sur l'alcool, à nous rejoindre à cette conférence. Comme d'habitude, vous recevrez les informations du Néo. Sur ce, je vous souhaite une belle après-midi et à bientôt. Au revoir.